Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Gaël Monfils pour les régions, Joe Wilfried Tsonga pour la presse internationale, Axel de Tarlé pour l'écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Yannick. On commence avec vos quotidiens nationaux. Très cocardier ce matin, à l'image de Metro News qui titre « Tous derrière les Bleus, ils sont bons pour le service en chaîne 20 minutes ». C'est un rêve français, s'enthousiasme l'équipe. Les Échos s'inquiètent de la construction de logements en France. Un naufrage sans précédent. Les investisseurs comme les particuliers désertent le marché. Moins de 300 000 logements seront sortis de terre cette année. Libération de son côté s'interroge. Et si Hollande retournait en primaire ? Mais la tendance, c'est primaire de se taire, écrit Libé. S'il n'écarte pas une consultation, le président a prié ses ministres de ne surtout pas alimenter le débat. Le débat qui va rebondir sur la vie privée du chef de l'État. Ça recommence. Il fait la une du Voici qui sort ce matin, shooté dans les jardins d'Élysée, en compagnie de Julie Gaillet. Photo prise le mois dernier. Alors laissons chacun libre d'aller lire le papier ou pas, mais on peut sincèrement s'inquiéter une nouvelle fois de l'existence même de ce cliché qui pose des questions sur la sécurité présidentielle. Quand on est à portée d'objectif, n'est-on pas aussi à portée de fusil ? À la une des régions, Marion Calais, vous avez fait pour nous le tour des unes de la presse régionale. Et vous aussi, vous êtes people, puisque vous nous annoncez quasiment un mariage de stars. Oui, figurez-vous que Céline Dion se marie à Besançon, mais son mari ne s'appelle pas René. Histoire d'homonymie à lire dans l'Est républicain ce matin. L'éducation aussi à la une. Le casse-tête des remplacements dans Var Matin, le redoublement et les notes au piqué dans le Progrès et la lutte contre le décrochage scolaire dans Vaucluse Matin. Et puis dans la montagne, ce dessin à la une, deux poules côte à côte et l'une d'entre elles qui dit à l'autre « Je travaille dans le secteur de la santé » avec un œuf juste derrière elle et une petite croix verte sur cet œuf. En effet, des chercheurs auvergnats travaillent sur un œuf bien-être et santé, paraît-il. Sûr que c'est pas un poulet tricolore qui va se faire plumer, vous êtes sûr ? Non, jamais. L'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin concerne un huissier qui n'a pas complètement le sens de l'orientation, c'est dans Sud-Ouest. Oui, il faut dire qu'il a été trompé par un mauvais payeur, cet huissier. Cette histoire, on la retrouve aussi dans le Parisien. 60 000 € de dette pour cet homme qui avait tout prévu pour éviter la saisie de ses biens lors d'une éventuelle visite prochaine des huissiers. Il a donc donné une fausse adresse et pire, il a été jusqu'à mettre son nom sur la boîte aux lettres de la maison qu'il avait choisie. Lundi 10 novembre, donc, l'huissier intervient. Il place les meubles sous scellés. Le problème, c'est quand elle rentre chez elle, Dominique, femme de ménage de son état en Gironde, découvre qu'elle n'a plus le droit de toucher à ses meubles. Elle assure d'ailleurs qu'elle ne s'était rendue compte de rien. Je ne passe pas mon temps à regarder si mon nom est bien inscrit dans ma boîte aux lettres quand je vais récupérer mon courrier. C'est ce qu'elle dit à Sud-Ouest. Alors, grâce à l'aide d'une avocate... Je me dis, il faut regarder ce matin en rentrant. Oui, c'est ça, faut bien regarder. C'est vrai qu'on se dit, il y a quand même vraiment des tordus. Grâce à l'aide d'une avocate, la saisie des meubles a été levée. L'huissier assure avoir agi en toute bonne foi. Elle envisage quand même, Dominique, de porter plainte contre le mauvais payeur. Messieurs les huissiers, si vous voulez saisir Julie, elle n'habite pas chez moi. Je préfère vous le dire tout de suite. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe, ce matin, la Grande-Bretagne et cette devinette. Quel est le rapport, chers amis, entre le maire de Londres, une chemise de mauvais goût et la sonde Rosetta ? Un sacré énigme, Je veux vous raconter l'histoire. C'est la mésaventure de Matt Taylor, astrophysicien britannique. Alors on se souvient tous ici de la joie, de l'émotion de tous ces scientifiques quand Philae s'est posé sur la comète Chury. Les télés du monde entier étaient là pour immortaliser l'instant. Et Matt Taylor était dans le champ des caméras. Sauf que ce jour-là, il porte une chemise d'un goût assez douteux, genre chemise hawaïenne qui pique un peu les yeux, avec des femmes dessinées dessus, des femmes assez dénudées, pas très classe. On dira que l'astrophysicien n'a pas fait attention, davantage préoccupé par les écrans de contrôle que par sa garde-robe, et après tout, on peut le comprendre. Le problème, c'est que les internautes ont vu les images et qu'ils se sont déchaînés sur lui en l'accusant de sexisme. Pour une chemise. Tempête mondiale sur Twitter, Thomas, à tel point que Matt Taylor a dû présenter ses excuses il y a quelques jours. Il était en sanglots dans une vidéo, tout ça pour une chemise. Oui, mais qu'est-ce qui vient faire là, le maire de Londres dans cette histoire ? Il arrive. Boris Johnson, vous le connaissez, personnage haut en couleur, un peu comme la chemise, et il a décidé de prendre la défense de l'astrophysicien. Il publie une tribune carrément dans le Daily Telegraph. Et il y va à la sulfateuse. Moi aussi j'ai pleuré, dit-il, mais de rage. Le maire de Londres compare cette polémique sur Internet à un tribunal version Staline, Mao, Corée du Nord, carrément. Les gens qui ont fait ça devraient avoir honte, dit-il. Il doit y avoir de la place pour l'excentricité. Même si ça choque les esprits prudes, Matt Taylor mérite surtout les applaudissements de notre pays. Toute l'histoire et la photo de la chemise hawaïenne,
C'est sur le site europe1.fr. Vous pourrez vous faire votre propre opinion. Vous le mettez sur Twitter aussi avec le hashtag un matin. On va le faire tout de suite, Franchement, Thomas. il vaut mieux avoir une moche chemise et de belles compétences que l'inverse, non? absolument. C'est ce que j'en dis. Axel de Tarlé, on vient vers vous. Chemise Parme, impeccable, petite rayure très fine que vous voyez sur Très europe1.fr. vendredi. Vous intéressez à nos amis banquiers qui vont pas le rester longtemps, en tout cas pour vous, et vous vous demandez si les banquiers ne sont pas les rois de la triche. C'est dans le monde. Ah, voilà, c'est le monde qui s'interroge. Ah, vous en prenez vos c'est le distances, monde hein, qui tout de suite, s'interroge suite à une étude très sérieuse publiée dans la série Nature, la revue américaine. C'est une étude qui a été faite par 2 universitaires de Zurich et de Chicago. Et c'est très sérieux. Pourquoi ont-ils voulu faire cette étude? C'est parce qu'après les scandales Kerviel, après les scandales Libor, après les scandales subprime, ils ont voulu se demander, mais est-ce que le banquier, au fond de lui-même, n'est-il pas un tricheur génétiquement? Alors donc, ils ont fait une vraie étude. Alors comment ont-ils fait? Ils ont demandé à des banquiers de jouer à pile ou face. Chacun était dans une cabine isolée. Donc quand c'était pile, vous gagniez 20 €. Quand c'était face, vous gagniez rien du tout. Et ils ont dit, lancez 10 fois votre pièce et on va voir au bout. Il y a eu beaucoup de piles, non? Eh ben non, justement. Ah bon? Les banquiers sont sortis de leur cabine et la proportion de piles a été de 51%. Donc vous voyez exactement la moyenne. Donc finalement, on se dit, les banquiers ne sont pas tricheurs. Oui, le banquier dans sa cabine tout seul, il n'est pas tricheur. Mais maintenant, ils ont demandé aux banquiers de refaire exactement la même chose, mais sur leur lieu de travail. Et alors là, les réponses ne sont pas du tout les mêmes. Là, on avait près de 60% de réponses gagnantes. Ce qui veut dire que vous mettez un banquier, vous le trempez dans une banque, voilà, et bien là, il en ressort mouillé. Et voilà. Non, mais il revient. Et oui, ça montre que l'environnement de travail, la culture de la banque vous pousse à être limite, vous pousse à frauder. Donc CQFD, d'où les comportements déviants, type Kerviel. Voilà. Ça peut être un néologisme, le déviel. Le déviel. Vous êtes chez quelle banque, vous? Mais alors, je vais vous dire, c'est une étude helvéto-américaine qui ne concerne pas les banques françaises. Nos amis, je sais que je suis fils de banquier, moi, alors je vais pas taper sur ce qui m'a nourri. Vous penserez quand même, monsieur le banquier, à augmenter les frais de monsieur de Tarlé. Voilà, très bien. La télé, la folle histoire de Coluche, c'est sur D8, c'est demain à 20h50. Et Baroque, et ça vous a plu? Eh bah oui, parce que c'était il y a 40 ans. Coluche montait sur scène dans un costume rouge, mais alors totalement improbable. Il avait un pull tricoté sur lequel il avait marqué son nom et il prononce ces mots. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Voilà, vous savez que le sketch est devenu culte. Ça marche toujours. Et voilà, ce soir, vous allez revoir le flic, la publicité, le schmilblick, l'autostoppeur, le CRS arabe. Alors pour vous, je vous ai préparé un petit quiz parce qu'on est vendredi, on va jouer. Puis vous allez découvrir les 3 autres visages de Coluche. Alors, Coluche chanteur, essayez de trouver qui a composé ce titre. Je veux rester dans le noir. Je suis un... C'est hyper dur, hein. Alors là, Et ben en fait, c'est un jeune homme qui s'appelle Xavier Thibault, que vous verrez ce soir dans le documentaire, puisqu'il témoigne de son amitié avec Coluche. Et oui, et c'était l'animateur du Grand Orchestre du Splendide, créateur de la salsa du démon. C'est hyper dur comme quiz aujourd'hui, vous allez voir. Allez, Coluche le politique, savez-vous qui réalisa ce sujet qui a été diffusé dans le journal présenté par Joseph Poli? On est en 1980. Alors, comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Voilà. Est-ce que vous savez qui a fait ce sujet? C'est un journaliste qu'on connaît. Jean-Claude Bourret. Non. C'est de la même époque, parce qu'on est dans les années 80. En fait, c'est Patrice Drevet qui était... le petit journal. Exactement, le petit journal qui ensuite a été animé. Et voilà, qui était Monsieur Météo. Allez, l'acteur, quel est le rapport entre Ciao Pantin et le film qui suit? C'est des gros, il y a que des gros, ils sont énormes. Je sais pas quoi faire, moi, je peux pas les arrêter, j'ai pas assez de menottes. Panique pas, petit, on arrive. Ben oui, mais aussi, on arrive. Ah! Vous vous souvenez de ce film ou pas? New York, là, les quand il allait... Non. C'est les bronzés fonds du ski, non? Non. Coluche. L'inspecteur la bavure. L'inspecteur la bavure. Alors le rapport entre Ciao Pantin et inspecteur la bavure, c'est Coluche et aussi un jeune homme qui était aux côtés de Coluche dans l'inspecteur la bavure et qui était Richard Anconina et qui jouera ensuite son fils. Voilà, vous allez découvrir plein d'anecdotes comme ça. C'est demain soir sur D8 et c'est à 20h50. Et ça s'appelle donc La folle histoire de Coluche. Merci, rideau sur le kiosque.